Eh bien, bonjour tout le monde, on va reprendre. Je vois déjà une population fort excitée au fond. Si je ne les connaissais pas, bien évidemment, ça me ferait beaucoup plus plaisir, mais je pense qu'il est, je vous remercie. Alors, on a vu avant avec Émile les questions d'héritage universel. On va passer à la question du revenu de base, revenu universel. Et tout d'abord, eh bien, je vais me présenter, je m'appelle Raïré Marui. Est-ce que ça fonctionne mieux ? Magnifique. Donc on va commencer la présentation. Donc moi je suis ici au nom du MFRB, le Mouvement français pour un revenu de base. Nous avons un magnifique logo que vous voyez là-haut. Nous avons été fondés en mars 2013 suite à l'initiative européenne sur le revenu de base. Et nous avons pour raison d'être de promouvoir le revenu de base jusqu'à son instauration en France. Autant vous dire qu'on est là pour durer un petit moment. En bref, 500 adhérents, une vingtaine de groupes locaux et 600 articles écrits depuis 2013. Vous pourrez trouver tout ça sur revenudebase.info, notre site. Alors nous organisons également des conférences et des colloques, ici même au Sénat le mois dernier. Vous pourrez connaître Stanislas Jourdan qui a pris la parole tout à l'heure. Et nous avons formé des partenariats avec d'autres associations qui s'occupent de la question du revenu de base ou revenu universel. Par exemple, Mon Revenu de Base, dont vous avez le logo ici, qui est une sorte de tombola dans laquelle il y a un crowdfunding qui récupère environ 12 000 € à chaque fois. Et une fois qu'on a cette somme, elle est versée directement à une personne qui va recevoir son revenu de base à 1 000 € pendant une année. Nous sommes en lien également avec les deux mouvements mondiaux d'un côté, le BIEN, et UBI, le mouvement européen, qui s'occupe également de ces questions. Et nous avons également des liens avec le mouvement national des chômeurs et précaires, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement. Alors, la présentation est excessivement bateau. Donc là, s'il me restait encore le pull d'Émile, eh ben, je le mettrais parce que vous allez vous éclater, ça va être terrible. Alors, plan de présentation extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est que le revenu de base ou revenu universel? Une présentation des différentes typologies de revenus qui existent, à savoir que si certains d'entre vous pensent que c'est un revenu qui est le suppôt du capitalisme, eh bien je leur montrerai en quoi ça peut l'être. Et s'il y en a qui estiment que c'est pour détruire le capitalisme, eh bien je montrerai également en quoi ça peut l'être. Et enfin, je montrerai, via l'approche d'Henri Geist, qui est un de nos militants, cette fameuse histoire de taxe sur l'actif net, comment mettre en place un revenu de base avec une taxation du patrimoine et quel effet ça peut produire. Et enfin, je vous parlerai des quelques perspectives actuelles sur la question du revenu de base en France et dans le monde. Alors tout d'abord, nous avons, je dirais, une super nébuleuse de trucs qui se ressemblent. Allocation universelle, revenu citoyen, salaire à vie, allocation universelle, revenu d'autonomie, etc. Tout ça, tous ces termes, et au MFRB, on les a comptés, il y en a 72 actuellement. Si vous avez envie vous-même de créer votre générateur de nom de revenu de base, vous pouvez le faire. Vous aurez beaucoup d'avenir là-dedans. Eh bien, tous ces termes recouvrent quand même une réalité qui est assez proche de ce que nous défendons et que je vais vous présenter maintenant. Pour le MFRB, le revenu de base, c'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc si vous essayez de retenir ça, oubliez. Parce que globalement, moi, ça fait 4 ans que je suis au mouvement, je n'y arrive pas. C'est long, c'est compliqué, mais ça montre déjà, de manière très intéressante, qu'une grande partie des termes qui définissent ce qu'est le revenu de base aujourd'hui, ou revenu universel, j'utiliserai les deux termes, ils sont strictement équivalents, posent déjà de nombreux problèmes. D'une part, l'ensemble de ces termes que j'ai mis en rouge, mais j'aurais pu en mettre d'autres, sont les termes discutés. Question, qu'est-ce qu'on entend par inconditionnalité? Est-ce que c'est vraiment à tout le monde? Est-ce que c'est le même montant? Qu'est-ce qu'on entend par communauté politique? Est-ce qu'on prend l'ensemble des adultes de plus de 18 ans à qui sera versée cette somme? Ou est-ce qu'on prend l'ensemble des personnes qui, par exemple, sont résidents fiscaux en France? Ajuster démocratiquement. Est-ce que c'est l'État qui doit le faire? Est-ce que c'est une caisse en dehors de l'État qui doit le faire, etc. Donc c'est source de beaucoup de confusion et de beaucoup de débats au sein de la communauté. C'est pourquoi je vous propose pour la suite de la présentation de vous baser sur une définition plus simple qui est quasiment la même. Le revenu de base est un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres
sur base individuelle et sans contrôle ni des ressources, ni des contreparties. Par corollaire, il est donc à la fois universel, il s'adresse à tout le monde, il est inconditionnel, on ne va pas vérifier quels sont quel est votre statut ou quelle position vous occupez dans la société pour l'avoir, et il est individuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte, par exemple, les ressources de votre ménage pour déterminer son montant ou quoi que ce soit d'autre. Alors, pour tout ce nuage de revenus universels qui existe, il faut bien comprendre qu'il ne désigne pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une partie des termes de tout à l'heure qui présentent l'idée générale, le concept, le fait de donner de manière inconditionnelle à tous les membres de la communauté politique une somme d'argent tous les mois. Nous avons pour ça le revenu de base, revenu universel ou allocation universelle qui sont strictement identiques. Nous avons le mécanisme spécifique de politique publique. Quand quelqu'un vous dit, eh bien, je veux mettre en place le LIBER ou le revenu social garanti ou l'impôt négatif, il parle en réalité d'une mesure politique. Il ne parle pas du principe général, il parle uniquement des différents types de modifications qu'il faudra faire à l'intérieur de la grille des salaires, de la grille d'impôt pour pouvoir le mettre en place. Et le dernier, c'est le projet de société qu'il entend défendre. Par exemple, nous avons la dotation inconditionnelle d'autonomie, dont nous parlerons plus dans la suite de la présentation, qui ne peut fonctionner que s'il existe un salaire maximum, puisque c'est une version décroissante dans laquelle il faut donner à chacun les moyens de vivre, mais pas les moyens de surconsommer. En conséquence, il est nécessaire, il ne peut pas exister de dotation inconditionnelle d'autonomie sans un salaire maximal acceptable. Par conséquent, l'ensemble de ces propositions en bas sont des propositions qui déterminent davantage la société qu'il entend mettre par cet outil-là que l'outil en question. Si bien que si vous parlez de revenu universel ou de salaire à vie, eh bien vous ne parlez pas de la même chose. Ces choses faites, je maintiens votre attention sur ce fait-là. Le revenu universel, comme il est défini en tant qu'outil politique, il n'a pas de finalité en lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez en faire globalement ce que vous voulez, à condition que vous savez où vous voulez aller. Donc, tout revenu universel, sur le principe, est toujours accompagné de mesures complémentaires. Est-ce qu'on met le revenu universel? Est-ce qu'on taxe les robots en même temps? Est-ce qu'on met le revenu universel, mais on préfère taxer le patrimoine en même temps? Etc., etc. Et c'est obtenu soit sur la question du financement, soit sur d'autres considérations, par exemple le salaire maximum acceptable. Il ne peut pas y avoir de revenu de base pour les décroissants sans un salaire maximum acceptable. Alors, nous allons parler des différents types de revenus de base qui existent. Là, je vous sens concentré, c'est bien. Alors, de quoi discute-t-on? Je vous ai mis ici 6 critères, mais on pourra en rajouter un dernier, sur, en gros, sur quoi les gens se chamaillent, sur quoi n'importe qui se chamaille. Premièrement, comment on définit la communauté politique? Est-ce que c'est l'ensemble des gens qui participent? Est-ce que c'est l'ensemble des travailleurs? Est-ce qu'on inclut les immigrés? Est-ce qu'on inclut les enfants, etc. Chaque revenu de base pourra, de l'un à l'autre, les inclure ou ne pas les inclure, ce qui fait que ça augmente le nombre de revenus de base, entre guillemets, qui existent. Deuxièmement, comment et sous quelle forme sera distribué le revenu? On peut le distribuer sous la forme de monnaie fongible, par exemple de l'euro, mais on peut très bien penser le distribuer sous la forme de monnaie locale et complémentaire, ou le distribuer sous la forme de billets non fongibles, c'est-à-dire des droits de tirage sur l'eau, sur l'électricité, c'est-à-dire qu'on va vous donner un droit de consommer telle quantité de choses. Jusqu'où ira l'inconditionnalité? Est-ce qu'on la donne vraiment à tout le monde dans toutes conditions? Est-ce qu'on inclut ou est-ce qu'on n'inclut pas certaines parts de la population pour telle ou telle autre raison? Est-ce qu'on inclut un revenu absolument inconditionnel en estimant qu'il est efficace en lui-même? Ou est-ce qu'on décide que le revenu universel est un minima social dont le but est de faire que les gens retrouvent du travail ensuite? Quatrièmement, quel sera le montant? Est-ce que vous allez distribuer un revenu à 200, 400, 600, 800, 1000 euros, 1200 euros? Là, clairement, on a une grande différence entre les différentes propositions. Et comment sera-t-il financé? Le plus important. Est-ce qu'on va taxer les flux, c'est-à-dire globalement les impôts sur les revenus, les TVA? Est-ce qu'on va taxer les stocks, c'est-à-dire les patrimoines, les héritages, si on a envie? Comment... Est-ce qu'il se substituera aux protections sociales existantes?
C'est-à-dire qu'une fois qu'on verse un minimum à tout le monde, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on a l'envie de conserver, par exemple, des minima sociaux comme le RSA? Eh bien, certaines propositions de revenus de base disent oui, d'autres disent non. Et la dernière qu'on aurait pu ajouter, c'est la question de continuité. Est-ce que les sources du revenu universel, sont des sources pérennes? Si par exemple vous avez l'idée de financer le revenu de base par une taxe carbone, par exemple, ou par une taxe sur l'alcool ou sur les amendes de voitures, ce qui n'arrive pas, hein, je ne crois pas qu'il y ait de vraies propositions là-dessus, mais tôt ou tard, ces comportements vont changer et vont tarir la source qui est censée financer le revenu de base, qui doit être pérenne. De là, on en arrive à 4 grandes approches. Ces 4 grandes approches qui sont ici sont en gros des types idéaux. Il n'y a pas vraiment de revenus qui correspondent pile à tout ce qu'il y a là-dedans. Mais on peut les regrouper dans ces 4 grandes classes. Vous avez, en gros, du plus simple, entre guillemets, au plus compliqué, vous avez tout ce qui va concerner les revenus différentiels, c'est-à-dire les impôts négatifs, ceux qui mènent vers la société ultralibérale. Vous avez tout ce qui va concerner les allocations universelles, c'est-à-dire le portrait type du revenu de base, qu'est-ce que c'est censé être, et qui mène plutôt vers un modèle social-démocrate, c'est-à-dire dans lequel l'intégration des individus est garantie, mais est garantie via l'intermédiaire du marché, c'est-à-dire fournir le minimum nécessaire pour que le pouvoir d'achat des gens soit suffisant pour pouvoir trouver ce dont ils ont besoin sur le marché. Et vous avez d'autres approches, qui sont les approches, d'une part, revenu social garanti, qui est plus sur les formulations de Hamon, dont l'objectif va être davantage d'intégrer la personne à l'intérieur de la société avant de pouvoir l'intégrer dans le marché du travail, c'est-à-dire considérer que les liens sociaux que cette personne va avoir à l'intérieur de la société sont infiniment plus importants que sa qualité de producteur ou de consommateur. Et enfin, vous avez les gros revenus de base, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois très inconditionnels et dont le montant est important, qui visent justement rien de moins qu'à briser la société capitaliste. Donc nous allons les voir un par un. Mais rassurez-vous, ça va aller plus vite. Vous pouvez, à partir de tous les noms que je vous ai affichés tout à l'heure, les classer en fonction de ces différentes catégories. Donc vous voyez à l'intérieur des grandes catégories, il y en a plusieurs. J'en ai mis 2 en rouge, la dotation inconditionnelle d'autonomie, parce qu'on va en reparler, et la version d'Henri Geiss, puisque c'est la version patrimoniale, et nous allons en parler en lien avec la question d'héritage universel. Alors commençons. Revenu différentiel ou impôt négatif. Le but du jeu, il est assez simple en fait. C'est garantir à tous les moyens de la survie. Donc globalement, on va s'arranger, alors je vais plutôt passer directement au principe, pour faire qu'on va définir un seuil au niveau duquel on considère que les gens ont suffisamment pour pouvoir survivre. Si vous êtes en dessous de ce seuil, vous allez toucher via la fiscalité de l'argent de l'État sous la forme d'un crédit d'impôt. Si vous êtes au-dessus, eh bien on va vous prélever pour pouvoir financer le crédit d'impôt des autres. Donc c'est vraiment la version la plus minimale, d'autant qu'en général, ce type de revenu s'accompagne d'une flat tax, c'est-à-dire qu'on va considérer que le mieux pour une société juste, entre guillemets, c'est d'avoir un impôt proportionnel pour que chacun paye exactement le même taux. Alors je sais que c'est votre proposition favorite, et ce n'est pas surprenant, puisque nous avons naturellement, je ne sais pas si vous le reconnaissez là-haut, l'un des premiers promoteurs de la version de l'impôt négatif, qui était Milton Friedman et l'école de Chicago. Pour eux, la version du revenu de base est une version minimale, et une version qui vise justement à inclure la personne à l'intérieur du système économique, puisque là, dans la philosophie de l'école de Chicago, la seule manière d'exister pour un individu étant celle d'être consommateur. En d'autres termes, si l'individu obtient le palier minimal de consommateur, alors on peut considérer qu'il est inclus dans la société. Je vous avoue que ce n'est pas la version que je préfère. Donc, en termes de philosophie, on est vraiment sur une philosophie qui est celle du néolibéralisme. Globalement, on n'a pas besoin de compenser les inégalités, on doit juste augmenter le pouvoir d'achat suffisamment pour que les gens aient assez pour consommer, pour pouvoir être inclus à l'intérieur du système capitaliste. Donc là, on n'est pas du tout dans la sortie. C'est le premier type de revenu de base, entre guillemets, qui existe. Le deuxième, c'est l'allocation universelle.
C'est-à-dire qu'on va se baser davantage sur le fait d'assurer à tous une égale liberté, c'est-à-dire une liberté réelle. À partir du moment où vous avez des droits formels qui sont équivalents et qui sont garantis dans la société, mais que vous n'avez pas la certitude matérielle de pouvoir les exercer, eh bien, les défenseurs de l'allocation universelle considèrent qu'il y a un problème. En d'autres termes, le revenu de base pour eux doit être donné identiquement la même somme à toute la population afin de vous permettre à vous de vous inclure dans le jeu politique afin de pouvoir défendre vos droits. C'est donc une mise en place d'un décalage des droits formels aux droits réels. Et c'est ce qui motive en général les défenseurs de l'allocation universelle. Ensuite, oui, j'ai un peu merdé sur les derniers, désolé. Ensuite, le principe est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on va financer par l'impôt. Vous allez toucher tous, ici, votre revenu universel. 400, 600 euros, je ne discute pas le montant. Mais vous allez tous le toucher. En revanche, au-delà du premier euro perçu, à partir du premier euro perçu au-delà de ce revenu de base, vous allez payer un impôt universel avec lequel sera financé ce revenu de base. Donc, globalement, en fonction du montant, si vous êtes en dessous de 1 ou 2 SMIC, alors ça dépend du montant. À 400, c'est si vous êtes en dessous de 2 SMIC, vous allez globalement être contributeur net. Tandis que si vous êtes en dessous, eh bien, vous allez être bénéficiaire net. Ce qui fait que ce système a un gros avantage par rapport à l'impôt négatif, c'est que ça ne divise pas entre contributeurs et receveurs du revenu universel, puisque vous allez tous le toucher. Simplement, ce qu'on vous donne d'une main, on vous le prend de l'autre, dans un cas ou dans l'autre. Alors, les grands défenseurs de l'allocation universelle, terme allocation universelle, du revenu de base, on a Philippe Van Parijs, bien évidemment, et le but du jeu, c'est d'obtenir un revenu de base suffisamment acceptable politiquement pour pouvoir le mettre en place le plus rapidement possible. L'idée derrière étant de faire que les droits réels obtenus par cette allocation universelle permettent aux gens de demander davantage. Ou pas. S'ils n'en ont pas envie, ils ne demandent pas. Et le but de ce revenu universel n'est pas de compenser des inégalités sociales. C'est surtout de donner le minimum afin que tout à chacun puisse survivre, et ce, sans qu'il puisse y avoir de discrimination sociale vis-à-vis de son statut. Est-ce que je suis contributeur ou est-ce que je suis receveur? Pour ceux qui s'y connaissent un peu en philosophie, on est sur l'approche de John Rawls, c'est-à-dire sur une société juste, basée sur le fait que tout le monde doit avoir le minimum pour vivre, que toute augmentation d'inégalité, entre guillemets, doit pouvoir être justifiée par l'augmentation du pouvoir d'achat, entre guillemets, moyen de toute la population. Alors, on en arrive à des versions plus intéressantes, le revenu social garanti, qui, globalement, vise à améliorer la protection sociale existante. Alors, sur les montants, en général, ils sont plus élevés à partir de 750, ce qui équivaut entre 40 et 50% du revenu médian. Donc on arrive au niveau du seuil de pauvreté. En général, pour la plupart de ces revenus qui sont dans cette catégorie, il y a une proposition d'extension de sphère de la gratuité. C'est paradoxalement ce qui existe déjà, par exemple sur le RSA. Vous ne touchez pas qu'une somme d'argent. Une partie des transports, par exemple, vous êtes remboursé, ou une partie des dépenses culturelles que vous avez. L'idée derrière tout ça étant de faire que la personne va pouvoir s'inclure dans la société et ensuite seulement pouvoir l'inclure professionnellement. C'est-à-dire qu'on considère sur cette approche-là qu'il est plus important de faire que les gens puissent retourner sans discrimination à l'intérieur de la société en général, culturellement, de ne pas s'en éloigner, et avant de pouvoir penser, a posteriori bien évidemment, à son intégration dans le marché du travail. Oui, ça c'est un peu ce que j'ai dit. Donc sur les grands tenants de ce qu'on va appeler les revenus sociaux garantis, on a des gens plus connus que Milton Friedman. On a de très jolies citations d'Alain Caillé que je vous enverrai si vous me le demandez. Et pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, oui, il y a également un grand soin qui est mis à l'élimination, en fait,
de la bureaucratie. C'est déjà le cas sur l'allocation. Excusez-moi, je vais m'asseoir. C'est déjà le cas sur les allocations précédentes, mais c'est particulièrement développé sur les tenants de cette ligne-là. La dernière, qui est la plus complète à mon sens, et celle qui pose le plus de questions, ce sont les revenus que l'on appelle revenus de transition, c'est-à-dire ceux dont l'objectif est de construire une autre société en eux-mêmes ou de casser le capitalisme actuel. En général, alors je ne vais même pas dire en général, sur les propositions que j'envisage, toutes proposent d'abolir le salariat, c'est-à-dire que l'on va vous donner un revenu universel qui va être globalement au niveau du SMIC, entre 1200 et 1400 pour les différentes propositions, revenu avec lequel vous pourrez vivre et non plus survivre. Ce qui fait que le rapport de chantage qui peut exister dans la relation salariale va cesser presque immédiatement, puisque vous n'avez pas besoin, pour pouvoir vivre entre guillemets décemment, d'avoir un emploi dans ce cas-là. L'autre aspect extrêmement important de ces revenus, c'est qu'ils sont toujours liés à ce qu'on évoquait tout au début, c'est-à-dire que la communauté politique devra décider de son montant et de son attribution. Mais là, ça va plus loin, puisque ce sont des versions qui ont une tendance assez forte pour être financées à socialiser une grande partie de la richesse produite. Donc, ces gens qui vont devoir décider du montant et du financement devront également décider de que faire de la production, comment celle-ci devra être répartie, et surtout, est-ce qu'il est important de la produire ou pas. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ces revenus de transition, on va trouver principalement deux types, voire trois types de personnes. Ceux qui veulent arriver à une société, je dirais, socialiste, au sens classique du terme, c'est-à-dire une société avec une absence de classe. Ceux qui vont être des décroissants, c'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'il doit y avoir un minimum vital pour chacun, mais qu'il doit y avoir également un maximum au-delà duquel on épuise les ressources sur lesquelles on cherche à construire la société. Et les derniers sont clairement les marxistes qui vont considérer que, en sortant du salariat et en proposant un nouveau système, à l'intérieur duquel la quasi-totalité de la production et de la valeur est décidée démocratiquement, entre guillemets, par la population, alors on va créer une société sans classe. Donc nous avons Baptiste Mélondeau, Bernard Friot, André Gorz, Vincent Liéger pour ce genre de choses. Et chose très intéressante, c'est que l'ensemble de ces approches sont des approches qui se basent sur la notion de commun, c'est-à-dire comment gérer la richesse que nous avons tous en commun et l'ensemble des biens, on va dire publics au sens classique du terme. Alors, on va passer directement à la dernière phase, c'est-à-dire la question du patrimoine. Et pour ça, j'ai sélectionné la proposition d'Henri Geist, qui est un de nos militants, et dont la finalité n'a pas été développée par Henri Geist. Il a juste observé trois choses. D'une part, la quantité de patrimoine que nous avons, donc le stock de valeur que nous avons en France, est environ 7 fois plus important que le produit intérieur brut. C'est-à-dire que la quantité de revenus, au sens grossier du terme, que nous produisions chaque année. Dès lors, si on veut pouvoir financer un revenu universel, il est plus intéressant de taxer ce stock que de taxer les flux. Plus intéressant de taxer donc le patrimoine que de taxer le revenu. Surtout que taxer le patrimoine à un degré, un pourcentage plus faible, fait que cela rapporte une somme d'argent d'autant plus considérable. Dès lors, la proposition d'Henri Geist, que volontairement je n'inscris dans aucune des quatre, parce que vous verrez que c'est juste une question de paramètres, porte sur 3 points. D'abord, les impôts comportementaux, c'est-à-dire une source qui n'est pas une source pérenne, parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à changer les comportements en évitant des transactions financières rapides ou en évitant une production excessive de CO2, vous avez quelque part gagné, parce que vous avez éliminé les mauvais comportements. Mais en termes de financement pérenne, ça ne marche pas, du fait qu'une grande partie de la somme, au bout de 10 ans, 20 ans, ne sera plus récupérée. Le deuxième point, c'est une partie de création monétaire qui permet de contrôler le taux d'inflation. Ça, je passe rapidement là-dessus. La troisième, c'est la taxe sur l'actif net, dont Stanislas évoquait tout à l'heure, qui doit être à la hauteur d'un pourcentage à décider. Or, pourquoi décider de ce pourcentage? C'est parce que un taux faible, en gros à 3%, si vous taxez à 3% le patrimoine en France, vous pouvez déjà financer un revenu de base à 450 €.
Si jamais vous avez l'intention d'en taxer 6%, vous pouvez le financer à 900. Si vous réussissez à faire que ce revenu universel soit inconditionnel, en gros, vous pouvez passer d'un revenu qui est une allocation universelle à un revenu qui est un revenu social garanti ou carrément à un revenu de transition. En gros, vous choisissez le pourcentage. Effectivement, politiquement, c'est pas tout à fait la même chose que de taxer le patrimoine à 3% et de le taxer à 12%. De manière simple, ça revient à étendre l'ISF à la totalité des personnes, c'est-à-dire appliquer le raisonnement qu'il y a pour l'allocation universelle, en faisant un impôt universel pour un revenu universel, à faire un impôt sur le patrimoine universel pour financer le revenu universel. Et gros avantage de la taxe sur l'actif net, c'est que le patrimoine du fait, et Émile nous l'a démontré tout à l'heure, du fait qu'il est extrêmement mal réparti entre les individus en France, fait que c'est automatiquement un impôt progressif. Alors, dans le cas d'Henri, les gagnants sur la taxe sur l'actif net, pour le financement de ce revenu de base, seront ceux qui disposent moins que le patrimoine moyen en France, c'est-à-dire la division de la valeur complète du patrimoine par l'ensemble des citoyens, ce qui équivaut à peu près à 190 000 € en 2015, d'après l'INSEE. Donc ce stock de patrimoine, qui est, comme je vous l'ai dit, 7 fois plus important, coûterait extrêmement cher, ça coûterait de plus en plus cher de conserver du patrimoine par rapport aux revenus que vous pourriez espérer de ce patrimoine. Dès lors, je concède que ça va faire des changements économiques, mais tout dépend naturellement du pourcentage et du revenu de base que vous souhaitez financer. Dès lors, j'ai choisi de ne pas le mettre dans aucune des catégories, parce qu'en fonction du pourcentage de la taxe sur l'actif net que vous choisissez, vous pouvez choisir d'en faire une allocation universelle, dont le but serait uniquement de fournir le nécessaire à tout le monde, ou d'en faire un revenu de transition, c'est-à-dire d'essayer de casser le salariat. Bien évidemment, les coûts politiques ne sont absolument pas les mêmes. Voilà, c'est magnifique. Donc je vais vous parler des différentes perspectives sur le revenu de base, et puis vous inquiétez pas, il ne reste plus que 3 slides. Alors globalement, il y a une série d'expérimentations qui ont eu lieu ces 30 dernières années, notamment en Finlande 2017-2019, qui a tenté d'expérimenter dans une petite région isolée sur 2000 personnes le revenu de base. Autant vous dire qu'on n'a pas de conclusion très exploitable. Mais en tout cas, on constate que le mouvement d'expérimentation est un mouvement qui se développe de manière importante ces dernières années, notamment parce que le revenu universel est envisagé comme une possibilité de protéger l'individu, et ce, indépendamment de son statut ou indépendamment, bien évidemment, des régimes sociaux qui peuvent exister. On a, pour le cas, disons, qui nous concerne pour l'avenir proche, on a le revenu social garanti qui est expérimenté à Grande-Synthe, qui est déjà en place dans la ville de Grande-Synthe, juste à côté de Calais. Nous avons la nouvelle initiative citoyenne européenne qui, en juillet prochain, aura lieu, sur lesquelles, bien, théoriquement, vous verrez des gens avec des tablettes qui voudront vous faire signer le truc, afin qu'on obtienne 1 million de signatures dans 11 pays européens pour qu'on puisse déposer un texte à la Commission européenne. Nous avons le plan pauvreté qui a décidé de reprendre le terme de revenu universel et pour lequel on est vraiment dépité, et que le gouvernement essaye de mettre en place, qui est une fusion assez bébête de beaucoup d'aides sociales, et qui arrive à une aide conditionnelle qui est conditionnée directement à la recherche d'emploi. Autant vous dire que si vous ne retrouvez pas rapidement un emploi, vous allez avoir du mal à survivre. Nous avons les expérimentations du projet Terra, qui est un village éco-géré à l'intérieur duquel un revenu universel en monnaie locale doit être distribué, et dont l'expérimentation courra sur les 10 années qui suivent. Et nous avons le projet d'Unitaire, qui est déjà en place, celle d'une monnaie, la June, qui est une monnaie libre, et qui verse à l'ensemble des participants à cette plateforme un dividende universel, c'est-à-dire l'équivalent en monnaie d'un revenu de base. Eh bien, c'est toutes les semaines, il me semble. C'est pas des montants élevés, hein, je tiens à le dire. Et enfin, je voulais conclure là-dessus en vous disant que ma présentation vous montre le revenu de base en disant que c'est un outil intéressant du fait que ça fait passer des interrogations qui étaient confinées à l'espace purement économique à des questions de gestion politique, puisqu'il s'agit de gérer, par exemple, sur la version d'Henri, un taux. Est-ce qu'il vaut mieux un taux de 3%, 4%, 5%, 6%, etc. Et que ça, c'est soit le gouvernement qui le fait, soit les citoyens qui peuvent en décider. Donc on passe d'une considération qui est purement économique
une considération qui est politique. En gros, en fonction du pourcentage, vous choisissez dans quelle société vous voulez vivre. Enfin, dernière chose qui me tient particulièrement à cœur sur le revenu de base, c'est que le revenu de base n'est pas une baguette magique. C'est vraiment ce que vous en faites. C'est-à-dire que si vous voulez que le revenu de base soit ultralibéral, l'impôt négatif est fait pour vous, vous pouvez le faire. Si vous voulez que le revenu de base casse le capitalisme, vous pouvez le faire. C'est juste que ce n'est pas le même poids politique et ça n'engage pas les mêmes sommes. De ce fait-là, eh bien, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions ? Bonjour. Merci pour la clarté de la présentation. Deux questions. Comment on adresse les différences alors pas de niveau de vie, mais du coût de la vie en fonction des régions géographiques françaises? Et une deuxième question qui est en partie, alors je sais pas une solution, mais est-ce que vous avez étudié, au lieu de parler d'argent, de parler de biens, le droit à l'électricité, le droit au gaz, le droit au immobilier, le droit à la nourriture, et on enlèverait complètement l'argent en fait de l'accès à la survie. Voilà. Alors, j'ai déjà du mal avec la première. La géographie d'abord. La géographie. Ouais. Alors la géographie. Alors globalement, les versions que je vous ai présentées, je vous les ai surtout présentées sur un angle national. Vous pourrez imaginer que la communauté politique dont vous parlez soit une communauté limitée à la région, à la commune, etc. C'est pas un vrai problème en soi. Tout dépend de comment vous définissez. Vous avez vu, il y a 7 paramètres. Ce sont 7 paramètres sur lesquels nous-mêmes, à l'intérieur du mouvement, il nous arrive de nous écharper comme des crétins. Donc autant vous dire que, sortie du mouvement, c'est naturellement la même chose. Donc la question de la surface, ou en tout cas du territoire à l'intérieur duquel ça doit s'appliquer, une question qu'on se pose et sur laquelle il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. D'ailleurs, sur les expérimentations, petite parenthèse, lorsque des expérimentations sont faites sur le revenu de base, il y a toujours un protocole qui est fait. Et le MFRB a assez récemment indiqué que si une expérimentation devait être faite où que ce soit, il fallait que ce soit fait sur un espace de saturation, c'est-à-dire que l'on donne ce revenu de base à l'ensemble des personnes d'un territoire, entre guillemets, duquel l'activité sort pas ou peu, pour pouvoir voir les différents effets que ça peut avoir sur le territoire. Car c'est très différent, par exemple sur l'expérimentation finlandaise, de prendre une population de 60 000 habitants, de tirer 2000 crétins qui ne se connaissent pas les uns les autres et de leur donner chacun un revenu de base. Ça n'a pas tout à fait le même effet que de prendre les 2000 crétins à l'intérieur du même endroit et de leur donner le revenu de base. La deuxième question, sur la question de pourquoi le distribuer en argent, je vous dirais, ça dépend encore une fois des 7 questions tout à l'heure. C'est comment vous voulez le faire. Pour les décroissants, il est clair que le revenu de base a un montant élevé, mais ce n'est pas forcément un montant en fongible. Ce n'est pas un montant en euros. C'est une partie en euros et une partie à l'intérieur de laquelle vous avez un droit de tirage. C'est-à-dire vous pouvez tirer telle quantité d'eau sur un mois. Si vous dépassez, il faudra acheter l'eau et ça coûtera considérablement plus cher. Ce qui, pour l'approche des décroissants, permet de limiter la consommation et de pouvoir avoir accès au minimum vital pour vivre. Ça répond à votre question ? Tout à fait. Bonjour, donc merci Réré pour la présentation. J'avais une question notamment sur le système qu'a fait ton collègue, j'ai oublié le nom. Henri Geist. Désolé s'il est là. J'avais une question qui revient notamment à un moment que tu as dit au début sur comment c'est décidé démocratiquement. Et je me suis demandé, est-ce qu'il avait travaillé sur les différentes modalités de pilotage et de gestion du financement du revenu de base, parce que quand tu dis qu'on peut faire ce qu'on veut avec le revenu de base, on peut passer à 3% de taxes sur un impôt universel à 6%, mais ça dépend qui c'est qui va le décider. Ça n'a pas du tout la même conséquence si c'est l'État qui le gère ou si c'est une caisse indépendante gérée par des personnes extérieures à l'État qui le gèrent. Du coup, je me demandais s'il avait travaillé sur ces différentes possibilités.
Alors oui, mais pour des questions de simplicité, j'ai fait le cas le plus simple qui est celui de l'impôt, qui est le plus généralement évoqué. Mais on pourrait imaginer que ce soit une caisse de cotisation qui récupère ça. Après, tout dépend de ce que vous estimez dans le juger démocratiquement. Encore une fois, c'est assez débile. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que l'État est le meilleur représentant de la volonté générale, et alors il vaut mieux que ce soit l'impôt. Vous pouvez considérer que les partenaires sociaux sont les meilleurs gestionnaires de la volonté générale, auquel cas vous pouvez avoir une caisse de cotisation. Mais on pourrait imaginer créer des structures totalement ad hoc qui pourraient la gérer avec, je ne sais pas, du tirage au sort, etc. Mais il n'y a pas de contrainte nécessaire pour que ce soit l'État qui assume le fait de récolter et de redistribuer cet argent. Il n'y a pas de contrainte particulière. Sauf sur un point, sur l'impôt négatif quand même, où l'impôt négatif, qui est quand même défendu par des gens qui sont très libéraux, avait cet avantage de faire passer une partie, parce que dans l'impôt négatif, on pense aussi à supprimer une partie des aides sociales. Et ça leur permettait également quelque part de faire passer une partie du budget qui était lié au système paritaire en France, par exemple, pour le mettre au niveau de Bercy. Donc c'est aussi un enjeu qui existe. De la même manière, si vous voulez réformer les minima sociaux en France, vous passez d'un budget qui est un budget d'État mais géré par les départements, un budget des départements avec une loi d'État à une gestion étatique. Donc ça aussi, c'est une question importante. Oui, on en a discuté en tout cas. Ah là, je vous ai tué. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur l'intégration dans le monde. Si on considère que dans le monde général, si on imagine qu'on tente une expérience, peu importe le choix voulu, en France, est-ce que vous pensez qu'il y ait une possibilité, on va dire, de survie de cette expérience si le reste du monde, et je pense notamment nos voisins, ne mettent pas en place de telles expériences? Je veux dire, l'impact négatif de systèmes actuels proche d'une nouvelle expérimentation comme celle-là. J'ai du mal à voir le point de mettre en danger, en fait. C'est-à-dire que si on met en place une expérience de revenu universel parmi les choix qui sont proposés ici, si nos voisins économiquement directs, on va dire, donc on va prendre les pays limitrophes, ne mettent pas en place une expérience telle que celle-ci, comment les échanges entre les différents pays seraient gérés et comment serait intégré ceci dans les revenus universels? Parler d'une expérience nationale. Par exemple, si on essayait l'année prochaine de mettre en place le revenu de base en France. Là, je vous avouerai, personnellement, j'en sais rien, parce que la plupart des expériences qui ont eu lieu sont quand même sur des échantillons qui sont quand même plus restreints et avec l'ensemble des paramètres qui sont pas mis qui sont pas adaptés au revenu de base. Donc, pour le moment, de toute façon, nous n'avons pas d'expérience de cette nature. Alors, à l'échelle de l'Union européenne, si on le faisait en France, est-ce que ça changerait quoi que ce soit ? Je sais pas, parce qu'il existe quand même déjà des expérimentations. Alors, c'est pas du revenu de base, hein, mais sur les minima sociaux qui existent dans d'autres États, et je pense pas qu'ils aient été particulièrement perturbés par ce genre de mesures. Par exemple, le gouvernement finlandais. Alors, je surinterprète peut-être ce que vous me dites, mais le gouvernement finlandais a mis en place une expérimentation qui consistait à loger l'ensemble des SDF du territoire à l'intérieur de logements. On n'a pas assisté à de grandes vagues de migratoires de gens pauvres qui sont venus en Finlande. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que je ne suis pas du tout sur ce que vous me demandez? Je pense que oui. Je pense que c'est aussi lié avec des phénomènes de fuite, je pense, par exemple, qui pourraient être liés avec la mise en place d'un revenu universel en France. Mais ça serait intéressant parce que, paradoxalement, une grande partie, alors une grande partie, non, c'est pas vrai, mais une partie qui est intéressante serait sur la question des travailleurs détachés. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va considérer dans cette expérimentation que la communauté politique à laquelle on s'attache, parce que c'est ça l'objectif, quelle communauté politique on choisit, pourrait être concernée par ça? Je dirais, a priori, sur une expérimentation qui se ferait très classiquement sur de l'impôt sur le revenu, l'expérimentation concernerait l'ensemble des personnes qui ont un foyer fiscal en France. Ça limite quand même s'il y aura des gens qui auront un foyer fiscal en France et qui résideront à l'étranger, ils seront aussi, quelque part, à l'intérieur de cette expérimentation, mais je ne pense pas que c'est de grande différence. Ils ne paraissent pas particulièrement nombreux.
Et du coup, sur la question de la taxation du patrimoine, est-ce qu'on n'aurait pas peur qu'une grande partie du patrimoine qui, du coup, soit possédée par des non-résidents fiscaux français, si je vous suis bien? Différemment, d'avoir 50% du patrimoine français qui, du coup, puisqu'il deviendrait trop cher d'avoir du patrimoine en France, lorsqu'on est résident fiscal, passerait à l'étranger. En fait, quand vous êtes étranger en France, c'est quand même compliqué de ne pas être résident lorsque vous avez des patrimoines qui dépassent quand même un certain montant. Disons que vous êtes soumis quand même à certains risques. Donc j'ai tendance à penser que même si on taxe à 3%, les gens ne peuvent pas de toute façon délocaliser une grande partie de leur patrimoine. Ils peuvent essayer de le faire comme on le fait par exemple avec la terre, en essayant de titriser, mais encore une fois, cette taxation va toucher ce genre de titrisation. Et ce qui est intéressant avec le patrimoine, c'est qu'une grande partie n'est pas délocalisable. Donc, je dirais oui, de manière formelle, effectivement, il y aurait la possibilité de changer, mais si vous prévoyez la loi pour que ce changement n'ait pas vraiment d'impact sur la taxation, on est au même. C'est inefficace. Deuxième question, et qui était un peu une question qui est sous-jacente à la présentation d'Émile tout à l'heure aussi. Lorsqu'on décourage, entre guillemets, l'accumulation de patrimoine, finalement, est-ce qu'on ne va pas dans le sens d'une surcroissance plutôt qu'une décroissance? Alors, ça serait le cas si effectivement nous avions un patrimoine qui correspond à la totalité de ce dont nous avons besoin et que nous consommons. Il m'est d'avis, mais je n'ai pas de chiffres pour m'appuyer là-dessus, que nous avons une quantité de richesse très supérieure à nos besoins réels. Donc à partir du moment où il y a une liquidation de patrimoine qui de toute façon sert à avoir 2 ou 3 maisons, moi je dirais ça pourrait presque réduire la question de la crise du logement. Mais bon, je n'ai pas de preuves là-dessus, etc. Mais cette redistribution du patrimoine ne me paraît pas négative de ce point de vue-là, parce qu'en réalité, avoir beaucoup de patrimoine va vous coûter extrêmement cher. Donc là, on est sur le patrimoine moyen, ce qui me paraît quand même, c'est patrimoine de 100 000 euros, entre 190 000 et 200 000 euros, pardon. Vous avez les moyens d'avoir une maison, etc. En sachant que si vous avez, par exemple, un patrimoine, une grande maison, enfin, pas grande si vous êtes à Paris, mais si vous avez un patrimoine de 200 000 euros, en théorie, vous n'êtes pas seul sur ce revenu. Il n'y a pas qu'un revenu de base qui sera distribué. Si vous êtes pile à 200 000 euros, le montant du revenu de base annuel qui vous est distribué sera exactement équivalent à l'impôt que vous aurez à payer. Donc vous ne perdez pas. Pour compléter, moi je connais pas la version de Henri, mais la proposition de taxe sur l'actif net formulée par Marc de Basquiat, par exemple, lui il dit tu exonères de toute façon la résidence principale. Donc l'idée c'est pas de foutre les gens à la rue parce qu'il faut payer tous les ans. Donc voilà, c'est exonéré de résidence principale. Lui il est sur un montant beaucoup plus faible. Il est plutôt de l'ordre de 0,5 à 1%. Quand même 3%. C'est-à-dire qu'en 33 ans, tu liquides le patrimoine que tu as. Donc ça va vite, 33 ans. Après, tu peux le renouveler, ton capital, par ton salaire, etc. Mais voilà, il faut quand même avoir cet horizon c'est-à-dire que sans rien faire, en 33 ans, t'as plus d'argent, t'as plus de biens au-delà de ta résidence principale, encore une fois. Donc juste je pense que voilà, 3%, on est déjà sur des montants assez élevés, je pense. Par rapport à la situation actuelle. Je dis juste l'ISF par exemple, c'est que dalle. Voilà, on est sur un ISF fois 1000 quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Juste pour compléter un peu cette proposition, pour l'affiner un peu, je pense. Oui, moi je vais la compléter aussi en disant que Marc de Basquiat a raison. C'est vrai, 3%, ça veut dire qu'au bout de 30 ans, ton bien ne vaut plus rien, à condition que tu ne touches pas de revenu de base. Or, si ton revenu de base te permet de compenser la perte en capital, entre guillemets, le problème n'est plus là. En outre, c'est un autre avantage, c'est-à-dire que le patrimoine est un stock. C'est-à-dire qu'on se base sur le patrimoine moyen. Si jamais on a une croissance considérable, que la France devient la première puissance économique mondiale, ça ne changera pas fondamentalement. Nous serons ensemble, entre guillemets, plus riches, disons, selon les critères capitalistes. Nous serons ensemble plus riches, mais le patrimoine sera de toute façon mieux réparti. Il y a une question là-bas, on a encore le temps ? Bonjour, merci pour la présentation qui était vraiment très claire et qui plaçait bien les choses déjà. Ensuite,
Ensuite, oui, et sur cette liquidation du patrimoine, moi, je suis pas du tout spécialiste, mais c'est vrai que ça dépend des choix individuels. C'est-à-dire, à partir du moment où le patrimoine, finalement, c'est quelque chose qui brûle les mains, etc., et qu'il faut s'en débarrasser, il y a deux choix. Effectivement, soit on choisit, en tant qu'individu, de consommer ce patrimoine en différentes choses, soit on choisit d'arrêter d'avoir des revenus, quoi. C'est essayer d'accumuler du patrimoine, et c'est difficile parce que ça touche à toute notre philosophie de vie, en fait. Donc, si on reste dans du capitalisme, on aura plutôt tendance à liquider le patrimoine par de la surconsommation. Par contre, si on va dans de la décroissance, on liquidera le patrimoine par moins de revenus et moins de salaire, de salariat, et donc moins de dépendance sur le choix de ton activité, quoi. Je complète, je suis d'accord avec vous. Simplement, on avait une vieille méthode qui n'existe plus et on peut s'en réjouir en Europe. Pour le moment, on ne sait jamais. C'est que, en gros, aujourd'hui, nous sommes retournés à une société patrimoniale, mais au sortir de la guerre, ça n'a pas été le cas parce qu'une grande partie du patrimoine a été liquidée durant la guerre. C'est quand même quelque chose qui s'est produit assez régulièrement dans l'histoire de notre pays. Donc même avec cette question de patrimoine qui serait plus faible, on pourrait très bien se satisfaire du capitalisme, entre guillemets. Mais après, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez aller vers une société décroissante, en rappelant que le principe de ces conférences était basé sur le besoin de changement des sociétés du fait de l'épuisement, enfin plutôt de l'arrivée du réchauffement climatique qui nous oblige à nous passer des énergies fossiles.